C'est l'histoire d'une expérience menée dans le monde réel, à l'échelle de la planète. Et à ce titre, chacun de nous y participe. Une expérience qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur notre santé. Cette petite fille n'a que quelques mois. Déjà, dans le ventre de sa mère, elle a été exposée, comme tous les bébés, à des substances chimiques contenues dans des matières plastiques. Quels effets celle-ci pourrait-elle avoir sur son développement et sa santé? Le plastique est partout aujourd'hui, et il est constitué de diverses composantes chimiques. On sait que certaines sont nocives, d'autres inoffensives. Mais sur une bonne partie d'entre elles, on ne sait rien. Quand on a découvert le premier œstrogène dans du plastique, on a compris que ça allait poser un problème de santé publique. L'effet des perturbateurs endocriniens est préoccupant, surtout pour les générations futures. On est en train de mener une gigantesque expérience sur la population. Et on n'en connaît pas les conséquences. Sommes-nous prêts à prendre un tel risque? Le plastique fait partie de notre vie quotidienne et on remarque que certaines maladies sont en train de proliférer. De plus en plus de femmes souffrent d'un cancer du sein. De nombreux couples ont des difficultés à avoir des enfants et le nombre de personnes atteintes d'un déficit de l'attention augmente chaque jour. Le TDAH est un trouble grave du développement, mais beaucoup ne comprenaient pas. Les gens pensaient que j'étais dissipée, que je ne faisais pas d'efforts. Mais bien souvent, je n'y arrivais tout simplement pas. Et nous qui ne pouvons pas avoir d'enfants, pourquoi la nature nous a-t-elle fait ainsi? Oui, parfois je me demande si je fais quelque chose de travers, ou si j'ai commis des erreurs par le passé. Pour moi, ce qui comptait le plus, c'était d'avoir un enfant. Je n'avais jamais pensé que nous pourrions avoir besoin d'une aide extérieure. Être en forme et en bonne santé a toujours été très important pour moi. Le fait d'avoir des enfants sur le tard a renforcé cette volonté. Il fallait que j'aille jusqu'à 100 ans pour qu'ils aient une mère longtemps, une mère qui soit là pour eux. Je ne saurais probablement jamais pourquoi je suis née comme ça. Ces personnes n'ont peut-être simplement pas eu de chance. Mais une autre explication est possible. Anna Soto est chercheuse en immunologie à la Tufts University de Boston. En 1989, elle étudie les effets de l'œstrogène, une hormone sexuelle féminine, sur les cellules cancéreuses. Je voulais savoir comment se développe un cancer. À la génération de ma mère, la probabilité d'avoir un cancer du sein était de 1 chance sur 22. Aujourd'hui, elle est de 1 sur 7 ou 8, c'est-à-dire 3 fois plus. On se demande pourquoi. Au cours de leurs recherches, il se produit un phénomène qu'Anna Soto et ses collègues ne s'expliquent pas. On reproduisait la même expérience et on obtenait toujours le même résultat, ce qui était très bien. Ça signifiait que notre protocole fonctionnait correctement. Et puis tout d'un coup, ça n'a plus fonctionné du tout. Les préparations qui n'étaient pas exposées aux hormones réagissaient de la même façon que les cellules qui l'avaient été. C'est donc qu'elles avaient été soumises à un œstrogène dont on ne connaissait pas l'origine. Les scientifiques mettent 4 mois avant de découvrir d'où provient cette perturbation. Les éprouvettes où étaient conservés les échantillons libéraient une substance proche de l'œstrogène. Quand on a découvert le premier œstrogène dans du plastique, on a compris que ça allait poser un problème de santé publique. Parce qu'on ne peut tout de même pas exposer des bébés à cette substance en leur donnant le biberon.
Indépendamment des travaux d'Anna Soto, le pédiatre danois Anders Juul fait au début des années 90 une constatation qui ne manque pas de l'inquiéter. De plus en plus d'adolescentes viennent le consulter pour un même problème. Je suis pédiatre. Et pour cette raison, j'ai examiné des enfants souffrant de troubles de la puberté. J'ai été surpris par le nombre croissant de filles présentant un développement précoce des seins. Le nombre de cas ne cessait d'augmenter. Anders Juul commence des recherches pour savoir s'il est possible que les filles démarrent leur puberté de façon plus précoce. Dès que nous aurons l'information, nous pourrons évaluer les résultats en fonction des différentes écoles. Il mène une vaste étude dans laquelle il observe des élèves danoises de 15 ans. Les résultats se révèlent très inquiétants. L'âge moyen de la puberté a chuté de 11 ans à 9 ans et 9 mois, sur une période de 15 ans. C'est une énorme surprise, un très gros changement pour lequel nous n'avons pas d'explication. Au début des années 90, Anders Juul n'est pas le seul à observer un phénomène inhabituel. Un groupe de chercheurs de la clinique Rigshospitalet de Copenhague fait une découverte surprenante. La qualité des spermatozoïdes prélevés chez des hommes en apparence sains a diminué de moitié en 50 ans. Nous soupçonnions une baisse, mais pas à ce point. Je me suis dit, est-ce possible? Si oui, c'est grave. Comme cette évolution a eu lieu en 50 ans seulement, ce n'est pas notre patrimoine génétique qui est en cause. Ce sont des facteurs externes, tels que l'environnement ou notre mode de vie. Des éléments relativement récents. Niels Jørgensen et ses collègues veulent déterminer plus précisément à quel point la qualité des spermatozoïdes a diminué. Ils mènent alors 2 études de grande ampleur. Une première étude a fait apparaître que le nombre de spermatozoïdes était considérablement inférieur à ce que nous attendions. Nous avons renouvelé cette étude, même résultat. Nous en avons conclu que la situation était préoccupante, que nous avons un problème. Certes, chez certains, la qualité des spermatozoïdes est satisfaisante, mais lorsque l'ensemble du groupe présente un niveau bas, cela signifie que certains sont très affectés et auront un problème de fertilité. Quand Cecilia et Preben se rencontrent, ils ne se doutent pas qu'ils compteront parmi les 15% d'individus concernés par des problèmes d'infertilité. J'étais à la recherche d'une partenaire, de préférence quelqu'un qui partage mes valeurs. Et j'ai été en contact avec une jeune femme qui ne supportait pas l'intolérance, ce que j'ai trouvé intéressant. Je voulais en savoir plus. J'étais à un stade de ma vie où j'avais envie de trouver le père de mes futurs enfants. Et je me suis dit que Preben pourrait bien être cet homme-là. Alors on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Et assez vite, on a découvert que ce n'était pas si simple. Nous avons eu recours à des dons de sperme et d'ovules. Nous avons tenté un don d'ovules en Espagne. Rien n'a marché, ça ne prenait pas. On m'a également prescrit un traitement immunosuppresseur. À chaque fois, nous étions pleins d'espoir et rien n'a abouti. C'est la chose la plus difficile que nous ayons vécue. Les chercheurs se doutent qu'il se passe quelque chose, mais sont incapables d'expliquer pourquoi le nombre des maladies augmente autant et aussi rapidement. Cette expérience avec le plastique m'a orientée vers la toxicologie. Ce n'était pas mon domaine, mais je m'y suis intéressée à partir de cette découverte que j'avais faite par hasard en laboratoire. En 1991, Anna Soto présente sa découverte lors d'une conférence organisée à Wingspread aux États-Unis.
Elle rassemble des représentants de nombreuses disciplines scientifiques. Tous ont, au cours de leurs travaux, observé des phénomènes inexplicables. Certains ont recensé des cas d'alligators mâles ayant des ovules dans les testicules, de grenouilles qui deviennent hermaphrodites, de phoques qui ne se reproduisent pas normalement. Lors de cette rencontre, les scientifiques émettent pour la première fois l'hypothèse que certaines substances issues des matières plastiques pourraient modifier notre système hormonal. Ils développent alors la notion de perturbateur endocrinien. Notre système hormonal est constitué de glandes réparties en divers endroits du corps. Ces glandes produisent des hormones qui contrôlent de nombreuses fonctions comme la croissance, l'intelligence, la détermination du sexe et le métabolisme. Ces perturbateurs endocriniens ressemblent tellement à nos hormones naturelles qu'elles peuvent entraîner des effets analogues et, de ce fait, perturber notre système hormonal. Nous sommes arrivés à un stade où 10% des naissances sur une année donnée sont, disons, le fruit de la procréation assistée. Imaginez une maladie qui frapperait 10% de la population. On dirait ça suffit. Ici, on résout le problème médicalement, sans s'attaquer à ses causes. Intrigués par ces nouveaux résultats, Niels Jørgensen et son équipe lancent une vaste étude. Nous nous intéressons aux perturbateurs endocriniens comme une explication possible. Pour la qualité des spermatozoïdes, nous savons que le développement des testicules est déterminant dès le stade du fœtus, qu'il a un effet sur le potentiel reproductif futur. Les chercheurs établissent un lien entre la quantité de substances endocrines actives présentes chez les femmes enceintes et le développement des testicules de leur fils. Nous sommes certains que la mauvaise qualité des spermatozoïdes chez l'homme adulte est, dans une large mesure, due à un défaut du développement des testicules intervenu au cours de la grossesse, et ce, dès les 12 premières semaines. Durant cette période, le fœtus est particulièrement sensible et rien ne doit perturber son évolution. Mais quelles sont ces substances contenues dans le plastique qui peuvent nous nuire dès le ventre maternel ? Le plastique est un dérivé du pétrole. Pour lui donner certaines propriétés, on le combine avec d'autres composantes chimiques, comme le phtalate pour l'assouplir ou le bisphénol pour le rigidifier. Ces substances chimiques peuvent s'introduire dans notre corps par toutes sortes de moyens. Quand on touche du plastique, par exemple, si on mange un aliment tiré d'un emballage plastique ou qu'on boit dans une bouteille en plastique. Donc tout cela, la plupart des soi-disant vieux phtalates sont présents chez 100% de nos participants. Seules les nouvelles substances de substitution n'y sont pas. Mais les analyses d'urine de cette jeune fille montrent une forte présence de métabolites de phtalates. Anders Juul cherchait à expliquer pourquoi les jeunes filles entamaient leur puberté de plus en plus tôt. Une piste se dessine. Nous avons commencé à compter le nombre de perturbateurs endocriniens décelables chez les 1000 jeunes filles faisant partie de l'étude. Les 250 qui avaient le plus de phtalates dans les urines, donc le quart d'entre elles, étaient aussi celles dont les seins s'étaient formés le plus tôt. Une puberté précoce est le signe que le corps produit des œstrogènes. Le risque de maladies liées au mode de vie et de cancer du sein est proportionnel au nombre d'années d'exposition aux œstrogènes. Dans son laboratoire, Anna Soto cherche à déterminer si les perturbateurs endocriniens sont susceptibles d'augmenter les risques de cancer du sein. Dans le cadre de cette recherche, on a exposé des fœtus d'animaux au bisphénol A. Et on a observé que, devenues adultes, les femelles avaient beaucoup plus de probabilité d'avoir un cancer du sein.
Il se trouve que les glandes mammaires se forment dès le stade fœtal. Or, leur développement est désynchronisé, si bien que certains éléments, au lieu d'apparaître en même temps, se forment plus tôt ou plus tard. Tout se fait un peu en décalé. Et c'est ce qui favorise par la suite le cancer. Celle-ci est assez raide, non? Vas-y, essaie. Oui. Coupe encore. Bien. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il touche une femme sur 8. Louise Gill avait 40 ans quand la maladie s'est déclarée. Il y a 6 mois, j'étais une prof très occupée et très engagée, qui n'avait pas le temps pour grand-chose d'autre que les derniers préparatifs avant une classe verte prévue depuis longtemps. J'avais parfois l'impression que l'un de mes seins était dur ou tendu. Je n'ai rien fait parce que je ne sentais pas de nodules ni d'autres signes alarmants. Mais j'avais quand même le sentiment que ce serait mieux de me faire examiner. J'étais forte, je me sentais bien. Si j'avais quelque chose de grave, j'aurais eu mal à la tête ou une grosse fatigue. Si j'étais vraiment malade, je l'aurais senti. Quand je suis malade, je m'en rends compte. Voilà ce que je me disais. Mais on ne peut pas toujours se fier à ça. Dès le départ, on a décidé d'en parler. On s'est assis autour de la table et j'ai dit que j'avais attrapé une maladie qui s'appelle le cancer du sein. Une vraie vacherie. Mais que, heureusement, le médecin nous a annoncé qu'il existe un remède miracle qui s'appelle la chimio. Et après ce traitement, je serai totalement guérie. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est un médicament archi fort qui fait perdre ses cheveux. J'ai donc dit aux enfants qu'on pourrait jouer au salon de coiffure. Vous en pensez quoi? D'accord? Je vais être opérée dans 2 semaines. Une ablation totale du sein gauche et de tous les ganglions mammaires du même côté. Ensuite, je commencerai les rayons et puis j'aurai un léger traitement anti-hormonal. Et après, j'aurai de la rééducation. Les études menées par les pionniers au début des années 90 servent de base pour de nouveaux travaux. Par exemple, ceux de Tina Kold-Jensen. Elle cherche à déterminer les effets des perturbateurs endocriniens sur la croissance des enfants. Tina Kold-Jensen dirige une étude qui suit 2450 enfants depuis le stade fœtal jusqu'à l'âge de 18 ans. Les enfants sont actuellement âgés de 9 ans. Ils sont régulièrement mesurés, pesés et testés. Le projet a démarré en 2010 et se compose d'études liées aux thèmes de l'allaitement et de l'alimentation, mais aussi du développement physique et cognitif des enfants. Tu as des frères et sœurs? Non. Non? Tu es enfant unique? Oui. Tu as des animaux? Un petit hamster. Super. Comment s'appelle-t-il? Bouclette. Tina Kold-Jensen vient expliquer la procédure aux enfants. On t'a fait des prélèvements sanguins. Et maintenant, ils vont être envoyés à un gros laboratoire aux Pays-Bas. Tu prends ça et tu couds ça comme ça. Bien. Pose tes mains sur la plaque. 1, 2, 3, c'est parti. Ce qui est important avec les perturbateurs endocriniens, c'est leur effet à long terme. Il n'est pas sûr qu'on observe quoi que ce soit sur les enfants. Peut-être ne verra-t-on rien avant qu'ils soient eux-mêmes adultes, ou à l'adolescence, ou lors de leurs études. L'examen de ces substances nécessite un très long suivi. Bien. Aucune faute. Si, ici j'ai raté. Oui, mais tu as corrigé. Ce n'est donc pas une vraie faute, n'est-ce pas?
Très bien. Bravo. Les chiffres d'aujourd'hui ne traduisent pas seulement la façon de jeter une balle ou de faire du vélo. Ils servent à déterminer quels facteurs influent sur le développement de ce garçon par rapport aux autres, s'il est plus haut ou plus bas que la moyenne, ce qui peut s'expliquer par l'exposition à ces substances actuellement ou avant sa naissance. Une partie des effets que nous constatons porte sur le cerveau, donc sur l'intelligence. Le cerveau est un énorme organe qui renferme de très nombreux récepteurs hormonaux. On peut donc facilement imaginer que ces substances puissent nuire à son développement. L'étude a montré que les hormones présentes dans notre environnement peuvent influencer le développement du langage chez des enfants de 2 ans. Les garçons dont les mères ont été exposés à plus de perturbateurs endocriniens que les autres ont un vocabulaire plus limité. Le pire des scénarios serait que, d'une manière générale, le niveau d'intelligence des enfants baisse. Ce serait terrifiant. Il suffit qu'une population régresse de 2 points de QI pour que l'on ait plus de gens intellectuellement très limités et moins d'individus très intelligents. Or, ils sont nécessaires dans la société pour développer des idées nouvelles qui la font avancer. Nous nous sommes aussi intéressés au TDAH. Il y a déjà des indices selon lesquels certains des enfants ayant été exposés à certaines substances présentent plus de symptômes apparentés à l'autisme et au TDAH. Barbara Desmenet est l'une des grandes spécialistes des effets des substances chimiques sur le développement du cerveau. De quelles substances chimiques s'agit-il? Comment y sommes-nous exposés? À travers les aliments, les vêtements, l'air qu'on respire? À travers tout ça, Auteure de plus de 200 publications scientifiques, Barbara Desmenet jouit d'une reconnaissance internationale. Elle est une spécialiste du fonctionnement thyroïdien. la glande thyroïde est indispensable à la formation du cerveau. La thyroïde libère des hormones essentielles au développement du cerveau. Une perturbation dans la production naturelle des hormones peut avoir des conséquences graves. Le problème, c'est qu'en début de grossesse, la thyroïde du fœtus ne produit pas encore d'hormones. À ce stade, c'est la mère qui s'en charge. Une femme enceinte est exposée aux perturbateurs dès qu'elle étale sur sa peau une crème qui contient des phtalates, par exemple. Et elle absorbe du bisphénol A dans ce qu'elle mange et dans l'eau qu'elle boit, mais aussi par l'intermédiaire des vêtements qu'elle porte. C'est un cercle vicieux. Si la mère est touchée, l'enfant l'est aussi. Et on le sait. Barbara Desmenet cherche maintenant à découvrir si les perturbateurs endocriniens affectent aussi le fonctionnement thyroïdien des enfants et s'ils peuvent provoquer des troubles du développement. On observe une forte augmentation de l'autisme, mais aussi des troubles liés à l'hyperactivité. Et beaucoup de chercheurs pensent qu'un dérèglement de la thyroïde est à l'origine de ces maladies qui touchent le développement neurologique. Caroline Sophie Lilia, 29 ans, est mère de 2 enfants. Elle compte parmi les nombreuses personnes affectées par un déficit de l'attention. On m'a diagnostiqué un TDAH. Les clés. Il y a un cadeau à gagner. Où sont les clés de maman? J'ai été une enfant difficile. J'étais tout simplement pénible et très éveillée. Oui, maman voudrait dormir maintenant. Il y a plein de choses tout le temps. C'est un mélange constant de tout. Hvor skal man lede efter sine nøgler, når man ikke aner, hvor de er?
Où cherche-t-on les clés si on n'a pas la moindre idée de l'endroit où elles se trouvent? Les clés de l'antivol disparues, le sac de sport disparu. Impossible d'aller au match à 16h, je n'avais plus de force. Mais tous les autres y arrivaient. C'était quoi mon problème? Alors je me faisais engueuler, parce que mon vélo avait disparu. Comment se fait-il que tu ne puisses pas venir à ton match le week-end alors que les autres y vont 3 fois par semaine? Pourquoi tu n'y arrives pas? Avant d'être diagnostiquée à l'âge de 17 ans, Caroline passait pour une adolescente difficile. Quand je pense à toutes les engueulades que j'ai subies, c'est triste. Je m'en serais bien passée. C'est obsédant, tout le temps. Parfois, quand le téléphone sonne, je me dis instinctivement « Ah, j'ai dû oublier quelque chose. Quelqu'un a quelque chose à me reprocher. » Je m'étonne d'avoir survécu 30 ans. Il y avait de quoi mourir d'épuisement psychique. À Paris, Barbara Desmenez et son équipe étudient l'incidence de certaines substances sur le cerveau. Ils exposent des têtards à des produits chimiques qu'on soupçonne être à l'origine de troubles de l'équilibre hormonal. Ce qu'on étudie ici, c'est l'effet des phtalates et des phénols, pour savoir s'ils interfèrent avec le rôle normal des hormones thyroïdiennes. Les têtards ont peu de points communs avec les humains, mais leur fonctionnement thyroïdien et hormonal est assez semblable. Le tétard a une queue comme les poissons, mais il se métamorphose en une grenouille qui a 4 membres et pas de queue. Et ce processus est géré par des hormones thyroïdiennes. Si on introduit une forte dose d'acide perchlorique dans l'eau des têtards, ils ne se transformeront pas en grenouilles. Ils grossiront jusqu'à devenir d'énormes têtards. Mais ils ne pourront pas se métamorphoser. Les substances chimiques sont nombreuses à interférer avec les hormones thyroïdiennes. On les a testées sur des têtards, mais aussi sur des cerveaux de souris et sur des poissons zèbres. Et à chaque fois, on a trouvé les mêmes résultats. Les perturbateurs endocriniens modifient le développement du cerveau. Les résultats sont parlants. Les phtalates perturbent les hormones thyroïdiennes. Nous le savons avec certitude parce que nous avons croisé des expériences épidémiologiques avec des essais sur des animaux. On sait donc pertinemment que certaines substances perturbent le développement du cerveau. Point final. Des substances issues des matières plastiques peuvent entraver la fertilité, freiner l'intelligence et provoquer des cancers. Mais sont-elles susceptibles de modifier notre équilibre hormonal au point de modifier l'espèce? Terje Svingen étudie cette question. En tant que post-doctorant, j'ai passé plusieurs années en Australie pour explorer le développement sexuel, étudier comment on devient garçon ou fille. On a travaillé sur le plan génétique. Mais avec les perturbateurs endocriniens, on aborde une nouvelle dimension. En intervenant sur son environnement, l'homme affecte son développement. Au-delà du sexe, du genre et de la capacité à se reproduire, on touche là à l'humain en tant qu'espèce. À l'Université technique du Danemark, un groupe de recherche international étudie les effets des perturbateurs endocriniens. Comment aller plus loin avec ces protocoles d'expérimentation? Terje Svingen dirige les travaux de l'équipe. Il étudie comment les perturbateurs endocriniens influent sur la production de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine. La testostérone active la fonction sexuelle et définit les traits de la masculinité, la sexualité, la libido et toutes ces choses.
Pendant le développement du fœtus, la testostérone est ce qui fait qu'il devient un garçon. Au commencement, les garçons et les filles sont exactement pareils. On ne voit pas de différence. Mais au bout de quelques semaines, les testicules apparaissent sur le fœtus mâle et les ovaires sur le fœtus femelle. Et les testicules commencent à produire de la testostérone. Terje Svingen travaille sur des rats. Il étudie l'effet des perturbateurs endocriniens au niveau de la testostérone en observant le développement des spermatozoïdes. J'examine ici un testicule de rat qui ressemble à ce qu'il devrait être. Et celui-ci a été exposé à des substances qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Or, si on constate des effets aussi importants chez le rat, on peut en conclure que ce sera bien plus grave encore chez les humains, parce que la situation initiale est bien pire. Si on retire toute la testostérone, l'enfant mâle qui aurait dû naître ne sera pas vraiment un garçon. Il ressemblera plus à une fille. Si on perturbe le système hormonal, on va au-devant de graves problèmes. Émile et Catherine sont en traitement depuis des années pour infertilité. Je n'ai jamais douté de mon projet d'avoir des enfants. La question était plutôt de savoir si j'en voulais 2, 3 ou 4. Je me dis souvent que j'aimerais que tu sois le père de mes enfants. Tu serais le meilleur. Vraiment. Comme c'est gentil. Au départ, quand le couple va consulter, seule la situation d'Émile est prise en compte. La qualité de ses spermatozoïdes était très faible, ce qui était très problématique. C'est donc ce qui a été traité en premier. On ne s'intéressait pas beaucoup à moi à cette étape. Les petites filles naissent avec un nombre défini d'ovules, qu'elles ont pour le reste de leur vie. Hanna Johansson est membre de l'équipe de l'Université technique du Danemark. Elle travaille dans un domaine longtemps négligé. Nous avons étudié les effets des perturbateurs endocriniens, plus sur les hommes que sur les femmes. Dans le cadre de ce projet, j'ai examiné les éventuelles répercussions sur le système reproducteur féminin d'une combinaison de produits chimiques auxquels nous sommes exposés au quotidien. Mais nous ne pouvons pas exposer des femmes à des substances chimiques et voir comment elles réagissent. Par conséquent, nous utilisons des rats. Nous avons administré un mélange de produits chimiques à des femelles pendant leur grossesse, avant d'observer leurs petits. D'une certaine façon, les rats et les humains sont pareils, mais ils sont aussi différents à bien des égards. On peut intégrer ces différences et ces similitudes dans l'analyse des résultats et dans les conclusions que nous en tirons. Les résultats des expériences sont préoccupants. Voici 2 ovaires de rate. La femelle de l'image de gauche n'a pas reçu de produits chimiques, mais celle de droite s'est vue administrer un perturbateur endocrinien. Nous avons aussi compté le nombre d'ovules qui se trouvent dans les ovaires. Il s'avère que celles qui ont reçu les substances chimiques ont moins d'ovules que les autres, ce qui est source d'inquiétude compte tenu du fait qu'il s'agit de la réserve dont les rates disposent pour toute leur vie.
Je pense que c'était la Saint-Sylvestre, non? Nous avons fait une échographie à la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2019. Nous avons vu battre le cœur. Un petit cœur qui battait. Et puis une nouvelle échographie juste après. Le cœur battait toujours. Nous étions donc confiants, très heureux de partir en vacances de ski. Nous réalisions que ce que nous avions attendu si longtemps était vraiment en place. Nous avions commencé à noter les prénoms qui nous plaisaient et à nous raconter à quel point c'était merveilleux. Le mois d'août est le moment idéal pour avoir un enfant. C'est la fin de l'été, on peut encore faire de longues promenades avec le landau, etc. Nous avions le regard tourné vers l'avenir. Ça allait marcher. Au quotidien, nous sommes exposés à de multiples substances susceptibles d'influer sur notre système hormonal. Quel effet ce cocktail chimique a-t-il sur nous? Des scientifiques travaillent désormais sur des combinaisons de substances les plus courantes. Dans notre étude, nous avons travaillé sur des mélanges. Ici, ce sont les résultats d'un mélange d'oestrogènes et là, d'un mélange d'anti-androgènes. Sophie Christiansen fait aussi partie de l'équipe. Nous conduisons des expériences sur des rats qui attendent des petits. Nous analysons 13 substances. Les adoucissants pour plastique, les bisphénols et les pesticides. Différents produits chimiques. Nous appliquons des doses très limitées, qui en soi ne devraient pas avoir d'effets nocifs. Nous avons constaté que lorsque nous les administrons séparément, les effets sont négligeables. Mais lorsque les produits sont mélangés, les perturbations hormonales sont incroyables pour beaucoup de ces petits. Le développement sexuel est perturbé. Les différences entre mâles et femelles tendent à se réduire. Nous avons constaté une plus grande différence de ce qu'on appelle la distance anogénitale, c'est-à-dire la distance entre l'anus et les organes génitaux en cours de développement. Ceux qui ont eu des chatons, par exemple, savent qu'on peut ainsi déterminer leur sexe. Chez les rats mâles, la distance anogénitale est normalement 2 fois plus grande que chez les femelles. Mais chez les rats qui ont été soumis au cocktail chimique, cette différence a pratiquement disparu. Nous avons aussi cette étude sur la présence de mamelons. Je me charge de la pesée des organes. Qui compte les mamelons? Dorte ou Liliane. Durant ces expériences, Sophie Christiansen a observé des traits féminins sur des rats mâles. Normalement, les mâles n'ont pas de mamelons. Mais dans ces essais, on peut les observer aux endroits où ils apparaissent généralement chez les femelles. Dans le pire des cas, on ne peut distinguer les deux sexes. Cette constatation est sérieuse. Et certains des phénomènes qui se présentent sur un fœtus de rat peuvent aussi survenir lors du développement d'un fœtus humain, mâle ou femelle. Il existe 50 phtalates, et puis les substances perfluorées, mais aussi les pesticides. Et nous avons le bisphénol A et tous les autres dont nous ne savons rien. Nous allons simplement mesurer tout cela ensemble et déterminer le degré d'exposition aux substances connues ou non, de manière à étudier l'exposition globale. En réalité, nous ne sommes pas exposés à une seule substance, mais à des milliers. La masse de données collectées auprès des enfants fournit à Tina Kold-Jensen une occasion unique d'étudier si un cocktail de substances chimiques peut avoir des effets délétères aussi chez les humains. Avec un grand nombre de chercheurs européens, nous allons examiner tous les produits chimiques simultanément. Nous analyserons l'effet global. Certains des essais effectués sur les enfants leur seront donc envoyés. C'est effrayant de constater la quantité de produits chimiques auxquels nous sommes exposés. En étudiant une seule substance, nous découvrons un rapport avec le développement mammaire et la puberté. Mais pour définir les conséquences des milliers de substances chimiques présentes dans notre corps, il faudrait une expérience gigantesque.
Nous ne savons pas vraiment ce que font les différents produits, que ce soit séparément ou en association. Nous ne connaissons pas les effets de ce cocktail toxique auquel nous sommes exposés. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. On peut arrêter de fumer, manger des produits sains, faire du sport. Mais cette question concerne nos enfants et nos petits-enfants. Si les problèmes d'infertilité qui touchaient 2% de la population passent à 10%, puis à 20%, cela devient un problème de société. Après de multiples et vaines tentatives pour avoir un enfant, Cecilia et Preben ont dû se résigner. Même si j'estime que nous vivons bien, il y a quelque chose que je ne ressentirai jamais et qui est présent d'une manière ou d'une autre, sous la forme d'un chagrin, d'une douleur permanente. Parce que cela n'est pas arrivé. Je n'ai perdu personne, je n'ai enterré aucun enfant, mais j'éprouve le chagrin de ce que je n'obtiendrai jamais. Il m'arrive d'en parler en termes presque détachés, mais le fait que ça ne soit pas arrivé me pèsera toujours. Moi aussi, j'en avais marre. J'avais le sentiment de ne pas être à la hauteur, et je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Rétrospectivement, je pense qu'au début, nous étions extrêmement naïfs de penser que ça marcherait forcément. Lorsqu'au bout de nombreux traitements, on est enceinte et qu'on fait finalement une fausse couche, quelque chose change radicalement dans le psychisme. Et on prend conscience de la gravité de la situation. Catherine a fait 3 fausses couches. Le couple est toujours en traitement. J'ai un peu de mal à y croire. Moi aussi. Mais on y arrivera. Peu importe quand et comment. Mais nous aurons un enfant un jour. J'espère que ça marchera. Il paraît qu'on peut aussi aller en Russie. Actuellement, même au Danemark, où l'offre de procréation assistée est bonne, environ un tiers des couples n'obtiennent pas de résultats. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Cela fait plus de 30 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Le plastique contient des substances qui peuvent nous rendre malades. Pourtant, la production de plastique n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 substances chimiques sur le marché. Mais jusqu'à présent, on se contente de charger les scientifiques de déterminer au coup par coup si certaines matières sont nocives. L'industrie continue à faire pression sur nous, les scientifiques, et on doit montrer que leurs produits ne sont pas sans risque. On fait comme si les produits chimiques étaient parfaitement inoffensifs tant qu'on n'a pas prouvé qu'ils étaient nocifs. À chaque fois, il faut recommencer. Montrer les effets qu'ils occasionnent. C'est un travail sans fin. Si on est obligé de prouver à chaque fois que telle substance agit sur les hormones, on va épuiser tous les rats de laboratoire de la planète. C'est insensé. Nous voudrions prouver une fois pour toutes que les perturbateurs endocriniens ont des effets néfastes. Les chercheurs ont mené des milliers d'expériences sur des animaux pour révéler les effets désastreux des perturbateurs endocriniens. Mais on leur reproche de ne pas le vérifier sur des humains. Pour pouvoir le prouver, il nous faudrait des hommes et des femmes ayant grandi sans perturbateurs endocriniens et qui, à leur tour, auraient des enfants qui n'y seraient pas du tout exposés. Or, c'est impossible. Tout le monde s'accorderait pour dire que tester des substances chimiques sur des humains serait totalement contraire à l'éthique. Et pourtant, c'est exactement l'expérience à laquelle nous participons tous aujourd'hui.
Scientifiques et industriels de la pétrochimie n'arrivent pas à s'entendre sur les effets des hormones qui se multiplient dans notre environnement domestique. Et quand un chercheur signale les dangers d'une substance chimique, il doit s'attendre à ce que ses conclusions soient contestées. Lorsque je publie un article, j'entends souvent des réflexions selon lesquelles mes données pourraient être interprétées différemment. Et quand je creuse un peu, je découvre la plupart du temps que ces commentateurs sont financés par l'industrie chimique. Une partie importante de mes recherches est une petite pièce d'un grand puzzle. J'ai parfois l'impression que c'est ce côté modeste de mes travaux qui est relevé. On les ridiculise, on les traite comme s'ils étaient insignifiants. Nos résultats doivent résister à la contradiction. Si ce n'est pas le cas, ils ne valent rien. La critique est une bonne chose, mais certains vont trop loin et invoquent les arguments les plus invraisemblables. Certaines critiques proviennent manifestement de l'industrie. Elles ne sont pas forcément fondées, mais les scientifiques sont obligés d'y répondre. Et les choses n'avancent pas. En tant que chercheur, on passe 10 à 20 ans à prouver qu'une substance est vraiment plus dangereuse qu'utile. On continue à formuler des tas d'objections vaines que nous sommes obligés d'écouter, de sorte qu'on n'avance plus. Au lieu de dire « c'est bon, on a assez entendu de réserve, mais toutes ces recherches pointent dans une direction bien réelle ». Certes, quelques perturbateurs endocriniens ont été interdits au niveau mondial. Mais le plastique contient des milliers d'autres substances. Peut-on imaginer des solutions? Je trouve terriblement angoissant que toute une population d'enfants, que ce soit à la maison, à la crèche ou à l'école, soit exposée à des substances nocives que nous, la société des adultes, avons décidé d'introduire dans notre quotidien. Des millions de tonnes de produits chimiques sont déversés chaque année dans l'environnement. On ne réglera donc pas le problème d'un simple claquement de doigts. Mais on peut au moins améliorer les choses, en évitant que ça empire. Il y a un enjeu. Il en va de notre espèce et de la planète. Ce n'est pas rien. La corrélation n'entraîne pas forcément la causalité. Mais on devrait faire la part des choses et admettre qu'il faudrait appliquer le principe de précaution. Mon but n'est pas de créer une société sans chimie. Mais nous avons l'obligation de faire en sorte que les pires substances auxquelles nous sommes le plus exposés ou qui sont les plus nocives soient tout simplement éliminées. Si on prenait les mesures qui s'imposent, ce problème disparaîtrait de lui-même, parce que c'est un problème de santé publique. Mais ce n'est pas le cas, et nous en sommes toujours au même point. Pour ma part, je considère que c'est grave, et je ne baisserai pas les bras. Les perturbateurs endocriniens sont-ils responsables des problèmes qui touchent Catherine et Émile, Cécilia et Preben, Louise et Caroline? Ce n'est pas prouvé, mais ce qui est sûr, c'est que depuis leur enfance, ces personnes ont été en contact avec des substances chimiques présentes dans le plastique. Le travail des chercheurs est loin d'être terminé. Niels Jørgensen dirige une étude chargée de comprendre pourquoi autant d'hommes ont un sperme de si mauvaise qualité. Barbara Desmenet rédige un nouveau livre qui traite des liens entre les perturbateurs endocriniens, le changement climatique et le déclin de la biodiversité.
Avec son équipe, Terje Svingen continue d'étudier les effets délétères des perturbateurs endocriniens sur les fœtus. Anders Juul initie une grande étude sur des enfants et des jeunes afin de déterminer si les filles entament leur puberté de plus en plus tôt. Anna Soto participe à un vaste projet destiné à mieux identifier quels perturbateurs endocriniens provoquent l'infertilité des femmes. Tina Kold-Jensen est engagée dans un projet européen de grande ampleur qui s'intéresse aux effets des perturbateurs endocriniens combinés avec d'autres substances. Nous sommes tous exposés à des perturbateurs endocriniens, c'est inévitable. Nous pouvons mesurer leur impact sur chacun de nous. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est qu'il s'agit surtout des femmes enceintes et des enfants. Ces groupes sont vulnérables et ce sont eux qui ne supportent peut-être pas ces produits. Mon fils a très probablement déjà été exposé. Et s'il l'a été quand j'étais enceinte, il est déjà trop tard pour y remédier. T'es un peu mère poule, parce que je suis ton seul enfant. Je sais que je suis ce qui est le plus important dans ta vie. Oui, mais si cette histoire de qualité des spermatozoïdes et d'infertilité est exacte, c'est de ma faute si tu es touché. Ce que j'ai fait a été déterminant. C'est donc moi la coupable. C'est mon problème, tu comprends? Non, tu savais pas. Quand le plastique a été inventé, on pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et effectivement, c'était le top. Et c'est toujours vrai. Mais maintenant, on a découvert que c'était aussi une très mauvaise chose.